Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle ensemble de musique afro-américaine, c'est-à-dire de musique populaire, de musique telle qu'elle va émerger à partir du début du 20e siècle, principalement aux États-Unis. C'est sûr qu'il y a des exemples de musique afro-américaine un peu partout en Amérique. Il y en a au Brésil, il y en a en Jamaïque, il y en a dans plusieurs pays, mais on va se concentrer essentiellement sur ce qui se passe aux États-Unis. C'est un contexte qui est très particulier, notamment avec, bon, évidemment, l'histoire de l'esclavage qui va être aboli dans les années 1860 avec la guerre de sécession et le rapport extrêmement complexe qui va se mettre en place entre les communautés blanches et noires aux États-Unis, les conséquences culturelles de ces rapports-là aussi, et donc l'émergence à partir de la toute fin du 19e, début du 20e siècle, de musique très spécifique, très particulière à cette région-là du globe, qui va être essentiellement une musique hybride. C'est la première caractéristique que j'aimerais que l'on souligne en lien avec cette musique-là, son caractère profondément métissé. La musique afro-américaine, c'est pas de la musique africaine, c'est pas de la musique occidentale non plus. C'est une musique qui va vraiment piger dans deux traditions musicales complètement différentes et de façon assez, a priori, invraisemblable, arriver à créer une musique qui va être remarquablement cohérente, même si elle repose sur deux traditions musicales complètement différentes, à la limite presque disparates. Donc, il faut comprendre que traditionnellement, quand je parle d'Afrique, évidemment, je parle d'Afrique subsaharienne, pas l'Afrique du Nord, pas les pays arabes, mais l'Afrique au sud du Sahara, ce qu'on appelait à une certaine époque l'Afrique noire, qui est là d'où provenaient principalement les esclaves qui étaient déportés en Amérique. Donc cette musique subsaharienne, cette musique africaine, centrafricaine, a plusieurs caractéristiques qui la font se démarquer très nettement de ce qui se passe en Europe depuis des siècles. Peut-être un premier tableau qui serait utile pour figurer, pour visualiser l'arbre généalogique de la musique afro-américaine, ce serait un tableau qui comparerait musique africaine versus musique européenne. C'est sûr que c'est un tableau qui ferait plusieurs généralisations. On pourrait toujours trouver des contre-exemples à chacun des points qui y seraient spécifiés. Mais dans l'ensemble, on peut remarquer que souvent, la musique africaine va utiliser beaucoup de gammes pentatoniques. C'est quelque chose qui est assez universel. On trouve les gammes pentatoniques en Afrique, on en retrouve en Asie, on en retrouve vraiment un peu partout dans le monde. Alors qu'évidemment, depuis la Grèce ancienne, depuis Pythagore, la musique occidentale est essentiellement diatonique, c'est-à-dire qu'elle repose sur des échelles à 7 sons, essentiellement depuis le XVIIe siècle, pour nous en Occident, des gammes majeures et mineures. Donc on a cette première opposition, conception modale pentatonique versus conception tonale diatonique. C'est le premier point sur lequel Afrique et Europe vont se contraster. Par ailleurs, le concept de la forme est très différent en Afrique et en Europe. En Afrique, on a souvent des formes circulaires. On a des pièces qui sont bâties sur des ostinatos, sur des petites mélodies en boucle, sur lesquelles on va improviser, on va construire, on va développer des idées. Souvent avec une forme de dialogue, une forme d'alternance, une forme de call and response, par exemple, entre un soliste et le reste des exécutants. Donc, l'idée d'une forme circulaire est très importante en musique africaine et généralement en musique non occidentale. Donc, des pièces basées sur des ostinatos, sur des mélodies circulaires, alors qu'évidemment, en Occident, depuis plusieurs siècles, on a une conception de la forme musicale qui est beaucoup plus sectionnelle. On va avoir un bloc de 16 mesures, un bloc de 32 mesures, on va avoir un couplet auquel va succéder un refrain, on va avoir une exposition auquel succède un développement suivi d'une réexposition, on a une ritournelle qui est suivie d'un épisode, etc. Donc on a des sections dans les formes musicales occidentales, on a un A qui va à un B, qui va à un C, et souvent ces sections-là sont délimitées clairement au niveau des tonalités, au niveau de l'instrumentation, au niveau de différents paramètres. Mais on peut vraiment opposer
forme circulaire versus forme sectionnelle. Et on verra que cette double approche formelle-là, on va la retrouver en musique afro-américaine. On va avoir certaines pièces de blues, par exemple, qui sont basées sur des formes circulaires, sur des ostinatos, et on a par ailleurs des pièces qui sont beaucoup plus sectionnelles, avec un chorus au milieu, avec des sections, avec des couplets, des refrains, etc., etc. Donc ça, c'est le deuxième point sur lequel on peut faire contraster musique africaine et musique occidentale, l'approche de la forme. Par ailleurs, l'approche du timbre est différente aussi. En musique africaine, on va souvent valoriser des timbres qui sont plus rauques, qui sont plus gutturaux, qui sont plus growly, on dit en anglais, qui sont plus proches d'une certaine forme de texture plus rugueuse, alors qu'en musique occidentale, on favorise davantage des timbres plus clairs, plus cristallins. On emploie parfois le terme de timbre plus pur. J'aime pas beaucoup le mot pur parce qu'il y a toujours une connotation morale dont on peut plus ou moins se détacher. Mais si vous pensez à un trompettiste symphonique versus un trompettiste de big band de jazz, si vous pensez à une chanteuse d'opéra versus une chanteuse de blues, vous allez voir que le rapport au timbre est très différent. Il y a toutes sortes de théories sur l'origine de cette différence. Une des plus intéressantes, à mon sens, veut que dans les langues africaines, on utilise souvent les accents toniques, c'est-à-dire que l'inflexion qu'on donne au mot va changer le sens du mot lui-même. Donc, si on avait ces accents toniques en français, par exemple, le mot maison et maison auraient deux sens différents parce qu'il y en a un dont le ton descend alors que l'autre a un ton qui monte. Évidemment, dans nos langues indo-européennes, généralement, il n'y a pas ces accents toniques, mais dans plusieurs langues asiatiques et dans plusieurs langues africaines, l'intonation est significative et détermine le sens du mot lui-même. Ce qui fait que quand on est sous l'emprise d'une émotion, on ne peut pas changer l'intonation du mot. Ce qu'on va avoir tendance à faire, c'est adopter un timbre plus rauque, une voix plus rugueuse, pour manifester une émotion plus grande, une certaine forme de colère ou au contraire d'abandon, etc. Donc l'idée du timbre de voix qui est plus granuleux, qui est plus rauque, est associée justement à un contenu qui est plus émotif, qui est plus expressif. Donc pour dénoter une implication émotionnelle plus grande, si vous me permettez le néologisme, on pourrait utiliser une voix plus Jerry Bouletto, Éric Lapointesque. Okay? On va aller chercher ce timbre rauque, ce timbre un peu à la Tom Waits, si vous voulez, qui fait en sorte qu'on comprend qu'il y a plus d'intensité dans le message. Voilà. Alors j'ai ma voix de Cookie Monster en ce moment. Donc le timbre est différent. Le timbre n'est pas utilisé de la même façon. Ce que l'on considère comme un timbre expressif en musique africaine, ce n'est pas la même chose qu'en musique classique. L'idéal timbral est très différent. Ce dont tout le monde est conscient au fond aussi, c'est évidemment le rythme. C'est peut-être la chose qui frappe le plus quand on compare de la musique classique européenne avec de la musique africaine subsaharienne, c'est l'utilisation du rythme. Alors, en quoi est-ce que ce rythme-là est différent? À plusieurs égards. D'abord, le rythme africain est souvent basé sur une infrastructure rythmique ternaire, c'est-à-dire qu'on va subdiviser les temps en trois ou en triolets, plutôt que de les subdiviser en deux parties égales. Donc, on est davantage dans une conception rythmique en 12-8 plutôt qu'en 4-4. Si on pense à des rythmes de tambour africains, on a 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, cette espèce de propulsion constante en triolet qui est sous-jacente à l'infrastructure rythmique. Donc, temps ternaire versus temps binaire. Et ça, évidemment, ça va avoir un impact immense au niveau du phrasé. Parce que souvent, en jazz, on va utiliser des croches particulière, une façon inhabituelle de jouer les croches qu'on appelle des croches swing. Et les croches swing, au lieu de subdiviser le temps 50-50, veulent subdiviser à peu près 2 tiers, 1 tiers pour justement donner à un temps divisé en deux cette espèce de feeling, cette espèce de connotation de triolet, même si on a seulement 2 parties dans le temps plutôt que 3. Donc, on va faire des croches swing, da-di, 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 da-di,
da-di-da-di-da-dam, dans lesquels il est très facile d'insérer un triolet parce que les croches sont déjà elles-mêmes phrasées comme des triolets. Da-di-da-di-da-da-da-da-dam, da-di-da-di-di-di-dam. Donc on est encore là plus dans du 12-8 que dans du 4-4 à cause de cette infrastructure rythmique qui est clairement ternaire. Donc voilà, en Afrique, plutôt 12-8, en Europe plutôt 4-4, ce qui va amener une subdivision du temps en 3 plutôt qu'en 2, mais également en musique africaine, on va avoir tendance à accentuer les temps faibles. Évidemment, les temps faibles, c'est ou bien le 2 et le 4 dans la mesure à 4 temps, mais ou même carrément les et plutôt que les temps. Donc la partie faible du temps, la partie faible de la mesure, pardon, va être accentuée, alors qu'en musique européenne, souvent l'accent va tomber sur le temps fort. Donc ça donne une approche rythmique différente. C'est ce qui fait, par exemple, selon le vieux cliché, que les foules qui ont un bon sens du swing, du groove, de la pulsation, vont taper des mains sur le deuxième temps puis le quatrième dans la musique, alors que souvent, les foules musicales incultes d'auditeurs blancs ineptes vont taper des mains sur 1 et 3. Alors, les musiciens de jazz trouvent ça très drôle de voir des foules qui tapent sur 1 et 3, parce que justement, c'est comme pour eux une espèce de preuve manifeste d'une forme d'inculture rythmique tout à fait évidente. Donc voilà, le simple fait de taper des mains sur 1 et 3 versus 2 et 4 témoigne d'un rapport à la pulsation qui est complètement différent. Est-ce qu'on va tendre à accentuer les temps forts ou accentuer les temps faibles? Ça change bien sûr le caractère de la musique du tout, parce que si on accentue les temps forts, ça tend à alourdir la musique. On va accentuer les temps forts dans une marche funèbre, par exemple, parce qu'on veut justement que la musique soit la plus sombre, la plus dramatique, la plus pesante possible, alors que si au contraire on accentue les temps faibles, on se trouve à créer une propulsion rythmique qui est assez spécifique à la musique afro-américaine et qui est intimement rattachée à ces phénomènes de swing, de groove, de propulsion rythmique, à cette capacité latente de la musique afro-américaine à donner à l'auditeur une envie presque irrépressible de claquer des doigts, de taper du pied, de danser, etc. Tout cela est dû à un rapport à la pulsation qui est différent en Afrique de ce qu'il est en Europe. Quelles sont les raisons anthropologiques qui justifient ce rapport différent à la pulsation? Il y a plusieurs théories. Il y en a une que j'aime bien qui veut entre autres que l'Occident ait vécu pendant des siècles sous une forme d'idéologie judéo-chrétienne, voulant que le corps soit impur. Le corps est source de tentation, de péché, etc. Donc une musique qui nous ramène à notre corps est par définition suspecte. Donc on va davantage favoriser une musique plus apollinienne plutôt que dionysiaque. Une musique qui est plus basée sur la contemplation esthétique, qui est plus basée sur la recherche des formes harmonieuses et parfaites, etc., qui est plus basée sur l'élévation de l'esprit plutôt que sur la propulsion rythmique physique corporelle. Évidemment, la musique africaine a été en grande partie exempte de ces préoccupations judéo-chrétiennes et de ce rapport impur avec le corps et la pulsation et le rythme et la danse. Donc, au contraire, la musique africaine perçoit la capacité d'une musique à faire danser, à faire bouger l'auditeur comme une qualité. Donc, on va beaucoup prioriser, on va beaucoup valoriser ce caractère dansant de la musique, ce qui fait en sorte que, justement, il y a une propulsion rythmique sous-jacente qui est presque omniprésente dans la musique afro-américaine et qui est très différente de ce qu'on va retrouver en musique classique européenne. Voilà. Évidemment, il y a de la musique de danse en Occident aussi, mais comme je vous disais, les structures rythmiques sont différentes, l'accentuation est différente et l'infrastructure du temps est différente aussi. Souvent dans la musique de danse européenne, on va subdiviser les temps en 2 parties égales plutôt qu'en 3. Donc voilà, tout le rapport à la rythmique est complètement différent.
Euh, Évidemment, la musique africaine est souvent basée essentiellement sur des idées rythmiques, alors que la musique occidentale est plus basée sur des idées, disons, mélodico-harmoniques. Il y a une mélodie et il y a une harmonie qui est sous-jacente. Donc tout ce concept d'harmonie fonctionnelle, de fonction tonique, de dominante, de sous-dominante, c'est évidemment des choses qui sont typiquement occidentales. Et c'est comme ça qu'on identifie l'idée musicale en Occident. Une idée musicale est un phénomène qui est intervallique, est un phénomène qui est mélodique, est un phénomène qui est harmonique. On va dire qu'est-ce que c'est l'air. Alors on a des successions de hauteurs de notes qui sont intrinsèquement rattachées à cette notion d'idée musicale. En Afrique, l'idée musicale est beaucoup plus une idée rythmique. C'est plus le tempo, c'est plus l'accentuation, c'est plus l'espèce de polyrythmie, parce que souvent, dans la musique africaine, il n'y a pas une seule pulsation, mais il y en a plusieurs. Il y a plusieurs instruments qui vont jouer des rythmes différents, d'où l'intérêt de procéder en 12-8 plutôt qu'en 4-4, parce que 12 se subdivise de plein de façons différentes. C'est 2 x 6, c'est 3 x 4, c'est 4 x 3, c'est 6 x 2. Donc avec du 12-8, on peut créer des polyrythmies qui sont beaucoup plus riches, beaucoup plus complexes, et la musique africaine ne s'en privera pas. Voilà, donc les rythmes sont différents, les modes sont différents, l'approche timbrale est différente, la forme est différente. Ce sont vraiment les paramètres de base de la musique qui contrastent énormément si on compare donc l'approche africaine versus l'approche européenne. Il y a une chose qui est importante de réaliser, bien sûr, c'est que les pauvres Africains qui étaient déportés en Amérique pour devenir des machines agricoles, pour devenir des esclaves, avaient rien avec eux. Il y avait peut-être un bout de linge et des chaînes, puis c'est à peu près tout. Donc, ils ne pouvaient pas amener d'instruments de musique avec eux. Et il y a très très peu d'instruments de musique afro-américaine dont les origines sont africaines. En fait, il n'y en a qu'un seul, c'est le banjo. Le banjo n'a pas vraiment de ramification ou d'origine en Europe, c'est un instrument dont les racines sont vraiment africaines. Pour le reste, tous les instruments de la musique afro-américaine sont des instruments d'origine occidentale. Parce que, justement, les esclaves africains n'avaient pas d'instruments avec eux, et au moment où ils sont arrivés en Amérique, généralement, ils n'avaient pas la permission de se confectionner des instruments, notamment parce que certains maîtres avaient peur que les esclaves se servent de tambours pour communiquer à distance, ce qu'ils étaient parfaitement capables de faire. Traditionnellement, en Afrique, on se servait des tambours pour envoyer des messages sur des grandes distances, donc les esclaves n'avaient pas la permission de se construire des tambours, si bien que même les percussions qu'on utilise dans la musique afro-américaine ne sont pas des instruments de percussion dont l'origine est africaine, mais au contraire, dont l'origine est clairement européenne, est clairement occidentale. L'origine des tambours puis des cymbales qu'on utilise dans la batterie du jazz, c'est les instruments de la fanfare militaire. C'est la grosse caisse, c'est la caisse claire, les cymbales, etc. Ces instruments-là ont une provenance beaucoup plus occidentale qu'africaine. De même, l'instrumentation du jazz. Dans les premières années du jazz, on utilisait beaucoup plus le tuba ou le sousaphone que la contrebasse à cordes. On utilisait le cornet. Louis Armstrong va amener la trompette, mais avant, on utilisait plus le cornet que la trompette. On utilisait la clarinette, on utilisait le saxophone, le trombone à coulisses. Ces instruments-là sont au départ les instruments de la fanfare militaire. Alors pourquoi est-ce que les Afro-Américains ont fait de la musique avec des instruments de fanfare militaire? Il y a différentes raisons. Une des raisons les plus importantes, c'est la guerre de sécession. Donc à la fin de la guerre de sécession, dans les années 1860, lorsque l'esclavage a été aboli, lorsque la guerre a fini, les États du Sud ont perdu cette guerre civile et donc on a du jour au lendemain décommissionné, on a mis au rencard des centaines de fanfares militaires qui étaient rattachés aux armées confédérées, aux troupes sudistes, et donc du jour au lendemain, il y a des milliers d'instruments de musique qui ont été mis sur le marché à un prix tout à fait abordable. Donc, du jour au lendemain, des milliers de Blancs, mais de Noirs aussi, de Créoles, de toutes sortes d'habitants du sud des États-Unis vont avoir accès à des instruments de musique de bonne qualité,
pour pas cher. Et c'est comme ça que des centaines de Noirs et de Créoles vont commencer à jouer du cornet, de la clarinette, de la trompette, du saxophone, de la grosse caisse, de la caisse claire, etc., etc. Donc, la musique de fanfare était évidemment extrêmement populaire au 19e. Les marches militaires de John Sousa, par exemple, étaient parmi les pièces les plus prisées, les plus interprétées en musique d'extérieur, etc. Et donc, la musique de fanfare est un ancêtre direct du jazz. Autant au niveau de l'instrumentation qu'au niveau de certaines structures rythmiques, les rythmes à 2/4 en marche par exemple, et le caractère général, le caractère exubérant, volontaire, rythmé, bien affirmé, énergique, etc. Donc beaucoup du caractère de la musique militaire va être transposé dans les premières pièces de jazz. Les tout premiers orchestres de jazz n'étaient pas nécessairement non plus des orchestres stationnaires. C'était des orchestres qui défilaient dans les rues de la Nouvelle-Orléans et donc les instruments de fanfare étaient tout à fait appropriés pour ça. Rapidement, les groupes de jazz vont devenir plus stationnaires et donc on va pouvoir à ce moment-là rassembler tous les instruments de percussion ensemble et les faire jouer par une seule et même personne, un batteur qui va rester assis plutôt que d'avoir à se promener dans la rue. À partir du moment où le jazz va devenir une musique plus stationnaire, des instruments comme le piano vont être intégrés. Et aussi, la contrebasse va peu à peu remplacer le tuba ou le sousaphone. Donc, le fait de passer d'une instrumentation de groupe en marche à une instrumentation de groupe fixe va avoir un impact majeur sur l'instrumentation du jazz. Mais au départ, les sources premières de l'instrumentation du jazz, c'est vraiment l'instrumentation de fanfare militaire. Donc voilà, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'éléments dans la musique afro-américaine qui proviennent d'Afrique, notamment au niveau de la pulsation, du rythme, des syncopes, de l'accentuation des temps faibles, etc., etc. Mais il y a aussi énormément d'éléments qui proviennent d'Europe, que ce soit l'instrumentation, que ce soit les structures tonales, l'harmonie fonctionnelle, etc., etc. C'est vraiment une musique de synthèse, c'est vraiment une musique qui va intégrer des éléments de deux planètes musicales complètement distinctes et concevoir avec ça une musique qui est complètement originale, qui est complètement nouvelle. La musique afro-américaine reflète en fait deux branches fondamentales. Il y a le blues et il y a le jazz. Et ce sont deux musiques qui sont cousines, qui vont énormément s'influencer mutuellement, mais qui sont aussi distinctes à plusieurs égards. Le blues était au départ davantage une musique rurale. Le jazz est davantage une musique urbaine. C'est une musique qui est rattachée à la ville, et non pas seulement à la ville en général, mais à une ville en particulier, qui est la Nouvelle-Orléans. Pardon. La Nouvelle-Orléans a une histoire très précise et très particulière, dans la mesure où c'était une ancienne colonie française. Donc la culture est très différente de celle de beaucoup d'autres villes américaines. Jusqu'à récemment dans son histoire, jusqu'au tout début du 19e siècle, la Louisiane était une colonie française. Donc les gens parlaient français à la Nouvelle-Orléans et les rapports entre les communautés blanches et noires étaient différents de ce qu'ils étaient dans le reste de l'Amérique parce que dans les colonies françaises, le rapport avec les esclaves, avec les gens de couleur, était différent de ce qu'il était dans les colonies anglaises. Traditionnellement, dans les colonies anglaises, il y a une ségrégation qui est très très forte entre les communautés blanches et noires. On peut penser à l'Afrique du Sud, par exemple, à l'apartheid, et on voit qu'il y a vraiment un clivage, il y a vraiment une séparation très nette entre les blancs et les noirs. Dans les colonies françaises, cette séparation-là n'était pas aussi stricte. Si on regarde la Martinique, si on regarde la Barbade, si on regarde différentes colonies françaises, on va voir que souvent il y a des esclaves qui étaient affranchis, qui devenaient des citoyens. Souvent il y avait des enfants issus d'unions illégitimes entre un blanc, d'habitude un père blanc et une mère de couleur. Et donc, il va y avoir une partie de plus en plus significative de la population dans les colonies françaises qui va être créole, qui va être une colonie métissée, qui n'est pas tout à fait blanche, qui n'est pas tout à fait noire, et qui reflète des caractéristiques des deux communautés.
Euh, les créoles de la Nouvelle-Orléans font partie de ces colonies un peu métissées, dont les racines se trouvent à la fois chez les Blancs et chez les Noirs. Donc les créoles de la Nouvelle-Orléans constituent une communauté en soi, une culture en soi. Eux-mêmes, c'est ce qui est intéressant, ne se considèrent pas comme noirs. Pour eux, à la fin du 19e siècle, être créole, c'est en soi un groupe ethnique, c'est en soi une appartenance raciale, et être créole, c'est pas la même chose qu'un noir. À la limite, certains créoles étaient offusqués de se faire qualifier de noirs. Ils disaient, non, non, je suis pas noir, moi je suis un créole. Et donc, pourquoi c'est important? Parce que ces créoles avaient évidemment une exposition beaucoup plus grande à la culture européenne, à la culture des Blancs, à la culture occidentale. Beaucoup de créoles à la Nouvelle-Orléans savaient lire la musique, savaient écrire la musique. Les pianistes de ragtime savaient lire et écrire la musique. Et les pianistes de ragtime, Scott Joplin le premier, étaient des créoles. Les Noirs vivaient dans les campagnes, dans des conditions souvent beaucoup plus difficiles, et les Noirs n'avaient pas accès autant à l'éducation. Donc, la musique rurale des Noirs était beaucoup plus simple, était beaucoup plus proche des racines africaines. Et c'est dans les campagnes que va naître le blues. Donc, on peut opposer carrément le blues et le jazz au niveau de leur provenance respective. Le blues est la musique rurale, la musique des campagnes, la musique des anciens esclaves, alors que le jazz est la musique urbaine, la musique de la Nouvelle-Orléans, la musique des créoles, qui sont beaucoup plus exposés à la culture des Blancs. Donc le jazz va davantage refléter d'influence de la culture des Blancs que ne le fait le blues. Le jazz va davantage utiliser les gammes à 7 notes. Le blues va rester plus pentatonique. Le jazz va davantage utiliser les timbres plus clairs. Le blues va favoriser les timbres plus rauques. Le jazz va davantage avoir de formes sectionnelles. Le blues a davantage des formes circulaires, etc., etc. Donc, le tableau qu'on faisait tout à l'heure et dans lequel on opposait les caractéristiques de la musique européenne versus africaine nous sert maintenant pour voir les particularités du jazz versus le blues. Parce que dans le jazz, les influences occidentales sont plus concrètes, sont plus présentes, sont plus manifestes, alors que le blues reste une musique qui est plus proche de ses racines africaines. Évidemment, la vie n'est pas toute blanche ou toute noire, et il y a différents tons de gris à travers tout ça. Donc, il y a toutes sortes de dégradés, si on veut, en termes d'influence. Certaines œuvres afro-américaines sont beaucoup plus proches d'influences européennes, d'autres manifestent beaucoup davantage d'influence africaine, et il y a tout un spectre entre les deux. Mais en général, on peut dire que le jazz reflète davantage les caractéristiques musicales de l'Occident, alors que le blues reste une musique dont les racines africaines sont beaucoup plus, dans laquelle les racines africaines sont plus évidentes, sont plus présentes. Voilà, donc évidemment le mot blues est un peu en soi problématique parce que c'est un terme dont le sens est très vaste. Le blues est un genre musical, mais c'est également une forme. Donc, si on dit de telle pièce, ça c'est un blues, ce qu'on veut dire en général, c'est que ça reflète une forme particulière à laquelle on donne parfois le nom de 12-bar blues, le blues à 12 mesures, avec ses 3 phrases de 4 mesures et son parcours harmonique très particulier. Souvent, on va avoir l'accord de tonique, à la mesure 5, on arrive à l'accord de sous-dominante, mesure 7, on revient à l'accord de tonique, et il y a différentes variantes possibles pour la 3e phrase, mais si vous pensez au vieux thème de Batman, si vous pensez je sais pas, à Rock Around the Clock de Bill Haley, si vous pensez à Hound Dog, si vous pensez à plusieurs de ces pièces de rock and roll, ce sont des 12-bar blues. Donc le mot blues peut à la fois faire référence à un genre musical, mais aussi à une forme. La forme, elle est assez bien définie. Le genre, il est plus difficile à saisir parce que justement, il est très répandu et il va changer de visage au fil des décennies. Mais disons qu'on peut au départ le rattacher
à cette musique rurale, cette musique des anciens esclaves, cette musique souvent de musiciens semi-professionnels, généralement autodidactes, musique de transmission orale, musique très pentatonique, musique très rauque dans ses sonorités, et qui va également faire appel à un phénomène très particulier qu'on appelle les Blue Notes. Il y a beaucoup de choses qui sont dites et écrites sur les Blue Notes. Je vais essayer de clarifier un peu ce concept-là. On a vu tout à l'heure que la musique afro-américaine procède d'une certaine forme d'opposition entre une conception pentatonique et une conception diatonique de la musique. La différence fondamentale, bien sûr, c'est qu'une gamme diatonique, c'est faite avec des tons puis des demi-tons, alors qu'une gamme pentatonique, c'est fait avec des secondes majeures et des tierces mineures, donc des tons et demi. Ce qui fait que les Noirs du sud des États-Unis, qui avaient grandi dans un univers musical essentiellement pentatonique. Okay? Les berceuses que les mères africaines chantaient à leurs enfants pour les endormir le soir, qui ont été transmises de génération en génération, qui ont été reprises par les femmes afro-américaines. Les chants que chantaient les esclaves au travail étaient des mélodies essentiellement pentatoniques. Donc, le répertoire musical africain transplanté aux États-Unis était essentiellement pentatonique. Et subitement, ces gens-là ont été confrontés à un univers diatonique, notamment quand ils sont venus pour jouer du piano, quand ils sont arrivés à l'église, à la messe, ont voulu chanter des cantiques, et là, tout d'un coup, on chantait en majeur et en mineur, et on utilisait ce très curieux intervalle qui est celui du demi-ton. Le demi-ton a dû poser énormément de problèmes à énormément de musiciens et de personnes noires parce que c'est un intervalle qui était plus petit que le plus petit auquel ils étaient habitués. Pour avoir une idée de ce que c'est qu'essayer de chanter des demi-tons si on a vécu toute notre vie dans un univers pentatonique, ben, essayez de chanter des quarts de ton. Et essayez de les chanter juste. Et vous allez voir que c'est difficile, parce que ça demande un certain conditionnement pour être capable de chanter quelque chose qui est plus petit que le plus petit intervalle auquel on est habitué. Bref, le demi-ton a posé un certain problème dans la musique afro-américaine, et ce problème-là se manifeste de plein de façons différentes. Entre autres, la musique afro-américaine va beaucoup plus favoriser le mouvement harmonique de la tonique vers la sous-dominante plutôt que vers la dominante. On va beaucoup plus aller de 1 vers 4 que vers 5. Et pourtant, le mouvement de la tonique à la dominante, c'est le fondement même de l'harmonie tonale fonctionnelle. Alors, pourquoi est-ce qu'en musique afro-américaine, on priorise tant que ça le 4e degré plutôt que le 5e, ou si vous préférez des mouvements harmoniques de type plagal plutôt que de type parfait? Ben, c'est parce que dans le 4, il n'y a pas la sensible. Sur un 4e degré, on peut continuer à chanter la tonique et on fait simplement comme varier l'harmonie en dessous et au fond, on n'a pas besoin de chanter de demi-ton quand on joue un 4e degré. Bon, évidemment, vous allez me dire, il y a un demi-ton entre la tierce de 1 puis la fondamentale de 4, entre le mi et le fa, mais généralement, on peut éviter ce demi-ton-là beaucoup plus facilement que si on fait un enchaînement 5-1. Dans l'enchaînement 5-1, le rapport sensible-tonique est incontournable. Et donc, c'est intéressant de voir que dans la plupart des 12-bar blues, si on regarde le parcours harmonique, 1-1-1-1, 4-4-1-1, 5-4-1-1. Quand il y a un 5, il ne va même pas au 1. Quand il y a un 5, il redescend au 4. Puis ensuite, c'est le 4 qui va à la tonique. Donc, on voit à quel point le 12-bar blues favorise le mouvement harmonique plagal plutôt que la cadence parfaite. Et sur les 12 mesures, on va souvent avoir 8 mesures de tonique, 3 mesures de sous-dominante pour une seule mesure de dominante. Et cet accord de dominante ne va pas se résoudre sur la tonique, il redescend sur le 4. Voilà, donc tout ça pour dire que la musique afro-américaine, notamment le blues, priorise beaucoup les accords de 4e degré plutôt que les accords de 5e degré, entre autres pour essayer d'éviter le plus possible ce problématique demi-ton mélodique entre la sensible et la tonique.
Et où sont en fait les demi-tons dans la gamme majeure? Évidemment, entre le troisième et le quatrième degré, mi et fa en do majeur, et entre le septième et la tonique, ou la sensible et la tonique, le si et do en do majeur. Donc, une oreille qui est conditionnée à un univers musical pentatonique modal va d'instinct avoir tendance à vouloir élargir un petit peu le demi-ton entre mi et fa et le demi-ton entre si et do. De la même façon, si vous essayez de chanter des quarts de ton, vous allez souvent chanter des demi-tons plutôt que des quarts de ton, juste parce qu'on est tellement habitué à cet intervalle. Donc, la tierce puis la septième, dans la gamme majeure, vont avoir tendance à être légèrement abaissées en musique afro-américaine pour justement essayer d'accommoder cet intervalle de demi-ton qui est un peu rébarbatif ou récalcitrant. On va essayer de voir comment sonne cet intervalle-là. Je reviens tout de suite. Me revoici donc. Alors, vous voyez qu'on a ici une tierce majeure. Tierce mineure. En blues, souvent, on ne va pas vraiment faire la tierce majeure, ni mineure. On va faire... C'est à mi-chemin entre la tierce mineure et la tierce majeure. Et souvent avec cette inflexion ascendante. Voilà les blue notes. Okay? C'est microtonal. C'est pas une tierce majeure ni une tierce mineure. C'est entre les deux, puis ça a une certaine inflexion ascendante. Mais ce simple intervalle-là nous dit clairement qu'on n'est pas dans un quatuor à cordes de Haydn. Cet intervalle-là, évidemment, n'existe pas dans la musique occidentale. C'est un intervalle typiquement afro-américain et même spécifique à l'esthétique intervallique du blues. Parce qu'il procède justement de cette tentative d'aménagement, de compromis entre une musique pentatonique et une musique diatonique. Voilà, donc en résumé, qu'est-ce qui caractérise le blues? C'est son caractère modal, son caractère pentatonique, la présence fréquente de la forme du blues à 12 mesures, la valorisation des timbres rauques et l'utilisation fréquente d'ostinatos circulaires, ding, gang, gang, boum, 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 gang, 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 etc. Donc, toutes des choses qui reflètent directement l'influence africaine, les racines africaines dans la musique afro-américaine. Le blues est un phénomène incontournable dans l'histoire de la musique populaire du 20e siècle parce que c'est un peu l'épine dorsale, c'est un peu le squelette autour duquel va évoluer la musique populaire. Le blues, évidemment, est voisin du jazz. Les deux vont naître à peu près en même temps, évoluer en parallèle. Le blues va devenir rapidement un style pianistique dansant dans les années 30, auquel on va donner le nom de boogie ou boogie-woogie. Alors, c'est un blues rythmé avec une propulsion rythmique très forte, et ce boogie-woogie est lui-même l'ancêtre de ce qu'on va appeler le rhythm and blues, le blues rythmé, alors que le blues était traditionnellement une musique plus plaintive, plus triste, plus axée sur la complainte. Le rhythm and blues, au contraire, est une musique très dynamique, très dansante, très joyeuse. Et évidemment, ce rhythm and blues est l'ancêtre direct du rock and roll, cette espèce de révolution musicale des années 50, lorsque les jeunes adolescents et jeunes adultes blancs vont s'intéresser au rhythm and blues et vont s'approprier le rhythm and blues et vont en faire ce qu'on va appeler le rock and roll et par la suite le rock lui-même. Donc le blues est un ancêtre direct de la musique rock. Les groupes britanniques rock des années 60, les Beatles, les Rolling Stones, les Animals,
par la suite les Yardbirds, Led Zeppelin, etc., les musiciens de ces groupes-là ont littéralement grandi en écoutant les guitaristes de Rhythm and Blues, en écoutant Muddy Waters, puis ainsi de suite. Donc le blues est un élément incontournable dans la genèse du rock and roll, dans la naissance du rock lui-même. Le blues va être très très proche de ce qui va devenir dans les années 60 le soul, qui lui-même est un ancêtre direct de ce qui va être le funk, qui est très proche de ce qui va être le disco, qui est l'ancêtre direct du rap puis du hip-hop. Donc le blues est vraiment voisin, est vraiment une influence directe, est vraiment un style prédécesseur de l'immense majorité des styles musicaux du 20e siècle. Même si on regarde le heavy metal provient du hard rock. Le hard rock provient de Deep Purple puis de Led Zeppelin. Et Deep Purple et Led Zeppelin étaient à leur début des groupes de blues. Donc le blues est un genre musical extrêmement varié et diversifié dans son instrumentation, dans ses sonorités, mais qui, à travers ce côté très très diversifié, va influencer un nombre incroyable et incalculable de styles musicaux rattachés à la musique populaire du 20e siècle. Donc on peut vraiment voir le blues comme l'épine dorsale des genres de la musique populaire du 20e siècle, et ces différentes manifestations à travers les décennies vont donner naissance à plusieurs sous-genres qui sont aujourd'hui les branches caractéristiques principales de notre musique populaire. Donc le blues extrêmement important, le jazz plus complexe, et le jazz va à une certaine époque dans son évolution, surtout à partir de la deuxième moitié du 20e siècle, le jazz va prendre une tangente un peu différente du blues qui va l'éloigner peu à peu de son rôle de musique populaire. Il y a quelqu'un qui disait le jazz est un peu l'équivalent de la musique classique de la musique populaire. C'est un peu le classique du pop, si on veut. Donc, c'est une image, c'est une métaphore qui est intéressante dans la mesure où, justement, elle reflète, entre autres, l'idée que le jazz est une musique essentiellement d'écoute, plus qu'une musique de danse. Et c'est une musique qui va énormément valoriser l'aspect instrumental, alors que la musique populaire est en grande partie essentiellement de la musique vocale. Le jazz va, lui, un peu comme la musique classique, davantage valoriser l'aspect instrumental, l'aspect virtuosité, l'aspect improvisation, etc., etc. Et il va y avoir donc une certaine forme de complexité au niveau des modes utilisés, au niveau des formes, au niveau des gammes, au niveau des harmonies, qui vont graduellement contredire un petit peu le statut de musique populaire qu'on lui prêtait à ses débuts. En fait, pour plusieurs historiens, l'époque du swing, l'époque des années 30, est une forme d'âge d'or du jazz, dans la mesure où il est à la fois, à cette époque-là, une musique d'amateurs et de connaisseurs. Il s'adresse à tout le monde. Il s'adresse autant à des érudits, à des gens extrêmement instruits, et à un auditoire très sophistiqué, en même temps qu'il s'adresse à un grand public. La musique de Duke Ellington, la musique de Count Basie, la musique de Benny Goodman est une musique sur laquelle il s'écrit encore aujourd'hui des thèses de doctorat, mais qui est une musique sur laquelle le grand public allait danser les soirs de fin de semaine. C'était la musique qu'on entendait à la radio tout le temps dans les années 30. Donc c'est une musique qui réussit quelque chose de très particulier, c'est une musique qui est vraiment universelle.